Oui, ma surprise est grande d'être le premier intervenant de ce séminaire. Je suppose que c'est le titre de ma communication qui me vaut ce privilège, puisque, qui dit archéologue, en général, dit les choses anciennes. Le titre de ma communication était, je l'avoue, un peu provocateur. Il invitait à évoquer le patrimoine archéologique d'une période historique particulièrement importante pour l'urbanisme de Toulouse. Je n'évoquerai pourtant pas la nature de ce passé prestigieux, mais plutôt la manière dont il est généralement considéré et les objectifs qui sous-tendent au travail des archéologues, les enjeux en fait de ce patrimoine. Ça va partir. Technique me fait défaut. Voilà, merci. Alors la vision traditionnelle de la ville à la période médiévale est souvent, presque exclusivement, dépendante des monuments encore existants, ce que j'appellerais le patrimoine visible. Alors là, je vous ai mis la basilique Saint-Cernin, j'aurais pu mettre les Jacobins. Et le tourisme, tout comme la perception même de l'histoire du Moyen-Âge, puisque je vais parler uniquement de cette période, par les acteurs du patrimoine urbain, se concentre beaucoup sur cette notion très architecturale du passé. On l'a presque déjà évoqué en introduction. Pourtant, il existe aussi un patrimoine invisible que sont les vestiges archéologiques. Et quand je dis invisible, ce n'est pas seulement parce qu'il ne subsiste aucune élévation hors sol de ces vestiges, mais aussi parce qu'il peut devenir visible. Mais pour devenir visible, c'est-à-dire intelligible, il doit être traité, il doit être fouillé. C'est ce que j'ai voulu vous montrer là. En haut à gauche, vous avez une photo du chantier du palais de justice en rénovation. Et au moment du terrassement, vous voyez un monument avec des arcades, c'est la grande chambre, la grande salle prestigieuse du palais de justice, qui a été construite en 1492, qui est le seul monument historique du palais de justice. Et au décapage, vous voyez, au terrassement, on ne voit rien apparaître de particulier, bien que le palais de justice ait pris la suite du Parlement de Toulouse, qui lui-même avait pris la suite du château royal, qui lui-même avait pris la suite du château comtal, qui lui-même avait pris la suite d'une porte antique. Toute cette genèse n'apparaissait pas. En bas à droite, après 5 mois de fouilles, vous avez au premier plan les fortifications de la ville pour la fin du XIIIe siècle, avec le fossé, et à côté de la salle aux arcades, et en fait, sous la salle aux arcades, vous avez le château des comtes de Toulouse, château qui est assez, on va dire, j'hésite entre le mot légendaire et mythique à Toulouse, puisque jusqu'à présent, on n'en connaissait aucun vestige. Ce patrimoine, donc, est dans le palais de justice actuel. Vous le voyez, ici à droite, la salle, donc la grande chambre, qui a été intégrée au palais de justice. Et à gauche, le rempart, donc ce rempart qui est de la fin du XIIIe siècle, un rempart en briques, et qui a été intégré aussi dans le palais de justice. Là, c'était au moment des travaux. Et donc, une prise en considération uniquement de ce qui était effectivement là, en l'occurrence, en élévation. Si le patrimoine visible est le seul considéré, souvent, la question donc se pose, pourquoi faire les fouilles archéologiques? Et cette question, elle se pose, on la pose pour des périodes récentes, on la pose plutôt pour la période récente jusqu'au Moyen-Âge, assez peu pour les périodes antiques, parce qu'on suppose que le Moyen-Âge et les périodes plus récentes sont documentés, parfaitement connus par les textes. Une superbe illustration de ces textes conservés aux archives. Et donc, on a toujours l'impression que le Moyen-Âge est parfaitement connu dans son organisation, dans ses systèmes. Mais
on va voir que ces sources, en fait, la source manuscrite et la source archéologique, ne se superposent pas. Elles ne se superposent pas, elles se complètent. Et c'est en ça que je pense qu'il était important ici que les archéologues viennent faire part de leur travail en collaboration avec les historiens et les archivistes, effectivement. Alors, la première réponse qui est en général donnée pour une archéologie du Moyen-Âge, c'est une mise en valeur de ces fameux monuments. Alors, en vrac ici, des monuments toulousains qui ont fait l'objet donc de fouilles archéologiques, de l'archéologie du Moyen-Âge, pour des raisons de mise en valeur. Au premier chef, la salle dans laquelle nous nous trouvons, Saint-Pierre-des-Cuisines, mais aussi de gauche à droite, l'hôtel à César, le donjon du Capitole, qui n'est pas un donjon, et le musée Saint-Raymond, musée archéologique Saint-Raymond. Dans ces cas, la mise en valeur rime souvent avec conservation, au moins d'une partie, comme pour le musée Saint-Raymond, qui est le cas type. Mais la question sera abordée à la fin de ce séminaire sur la mise en valeur de ces vestiges. Je veux simplement évoquer donc Saint-Raymond. Voilà Saint-Raymond en fouille et Saint-Raymond donc après mise en valeur. Et là, on juge la logique. On dit archéologie préventive, archéologie du Moyen-Âge normale dans ce schéma-là. Mais dans la plupart des cas, la découverte des vestiges archéologiques du Moyen-Âge ne fait l'objet d'aucune possibilité de mise en valeur. J'ai pris ici l'exemple d'Albi, pour ça je ne vexerai personne normalement. Mais ce cas Albi est le cas qu'on retrouve dans toute la région. On pourrait citer Caen, on pourrait citer Rodez, on pourrait citer Toulouse même, où les vestiges qui sont découverts à Albi, par exemple, ici, c'est la découverte de la barbacane et d'un pont en place sur l'emplacement d'un parking à Albi. C'est l'arcade que vous voyez au premier plan. Et vous voyez les archéologues au milieu en coactivité avec les constructeurs de ce parking à droite. Et dans ces cas-là, évidemment, le problème de la conservation se heurte à un choix draconien qui est souvent le choix financier, qui est presque toujours le choix financier, car le calcul qui se fait est très très simple en fait, vestiges, combien de places de parking prend ces vestiges si on veut les conserver, on multiplie par le prix d'une place de parking par jour, par an, multiplié par le nombre de niveaux de places de parking, multiplié par le nombre d'années des concessions, puisque les parkings sont des parkings à concession de 30 ans, et là on voit de suite que le prix, pas simplement de la mise en valeur, le prix de la conservation in situ est assez énorme, à partir du moment où ce prix possible n'a pas été envisagé dans le financement ou dans le projet lui-même. Cette idée d'une possible non-conservation entraîne la notion de fouille d'archéologie préventive, c'est ce que mon collègue vous détaillera un peu tout à l'heure, mais la loi française impose l'étude en cas de destruction, ce qu'on appelle l'archéologie préventive, donc qui est réalisée en fait depuis 20 ans. Et en fait, dans ces cas-là, les vestiges sont fouillés selon un protocole administratif et technique, je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui l'intègre aux travaux concernés et non pas arrêt des travaux pour intervention archéologique. Il est bon de le rappeler, c'est le cas depuis une vingtaine d'années largement.